Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, quelles sont les 4 principales critiques que l'on peut adresser à ces deux textes, le projet de loi de programmation 2023-2027 et le projet de loi de finances initiale pour 2023 ? La première critique concernant les collectivités locales, vous persistez dans la voie du jacobinisme. Ces deux textes sont fondamentalement contraires aux principes fondateurs d'une démocratie locale vivante en général et de son volet décentralisateur en particulier. En premier lieu, l'article 23 du projet de loi de programmation qui poursuit dans votre logique de réduction des marges de manœuvre des élus locaux. C'est un nouvel avatar du pacte de Cahors qui fut un échec. Pourquoi, messieurs les ministres, voulez-vous recréer une tutelle sur les collectivités locales alors qu'elles dégagent un excédent de fonctionnement ? Cet excédent leur permet d'avoir un taux d'autofinancement élevé et de ne pas peser sur les déficits publics. En outre, la dette publique locale représente par rapport au PIB une part faible, moins de 10%, et part déclinante d'après vos prévisions. C'est un non-sens. Le rejet très majoritaire de cet article par la Commission des finances, j'espère, va inciter le gouvernement à renoncer à ce funeste projet. En second lieu, vous poursuivez le démantèlement de la fiscalité locale en supprimant la CVAE et la taxe d'habitation. En 6 ans, 2017-2023, la part de la TVA nationale reversée aux collectivités locales pour compenser notamment ces suppressions d'impôts est passée, mes chers collègues, de 0% à près de 25%, atteignant, d'après vos prévisions, en 2023, 52,7 milliards, soit le tiers des impôts et taxes locales. Bien, mes chers collègues, pourquoi cet amendement a été déposé et adopté avec une forte majorité à la Commission des finances? Premièrement, il faut rappeler qu'il n'y a qu'un peu moins de 40% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Donc quand on parle des classes moyennes, pour moi les classes moyennes c'est 4e, 3e, 4e, 5e, 6e décile. Donc c'est les couches moyennes supérieures qui commencent à payer l'impôt sur le revenu. Et pourquoi j'ai déposé cet amendement? Il y a 2 raisons. Le produit de l'impôt sur le revenu estimé 2022, 86,8 milliards contre 78,7 en 2021, plus 8,1 milliards. Plus 13%, mes chers collègues. Donc, il est évident, et le gouvernement a raison de dire, si on ne prenait pas cette mesure, on avait 8 milliards supplémentaires, puisque après la mesure du gouvernement, on est quasiment à zéro, 86,8, 86,9, quasiment à zéro. Par contre, il y a un vrai problème, c'est faut-il réévaluer toutes les tranches de 5,4%, ce qui n'est pas déraisonnable au regard du 4,2 d'inflation en niveau. Là, c'est en masse. C'est pas déraisonnable de faire 5,4. Mais ne faut-il pas moduler la hausse? C'est l'objet de notre amendement, qui est tout à fait raisonnable, c'est-à-dire que les tranches basses, on les réévalue à partir de 4,4% et les tranches les plus hautes, 5,4 plus 1 de 6,4%. Pourquoi? Parce que l'étude de l'INSEE sur l'impact de l'inflation en fonction du revenu a montré que ceux qui sont les plus impactés, c'est les couches sociales les plus modestes. Donc de demander un petit effort de modulation a produit inchangé, voire en léger progrès. Messieurs les ministres, vous nous le direz tout à l'heure, ça paraît tout à fait juste. C'est pour ça que la Commission des finances a voté cet amendement. Eh bien, mes chers collègues, c'est dans le même état d'esprit que l'amendement précédent. Simplement, il va un peu plus loin puisqu'on ne réévalue pas les tranches des 2 dernières tranches. C'est-à-dire la tranche à 74 000 et l'autre à 150 000. Alors là, vos arguments, monsieur le ministre, là, ils tombent. Ça vous fait quelques recettes supplémentaires. Vous ne pourrez pas dire que les tranches inférieures sont concernées, puisque c'est inchangé par rapport à votre proposition. Telle est la proposition de notre collègue Castellani. L'amendement Louwagie, qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire 0,3 points supplémentaires. 0,3 points, c'est 8 milliards. Moi, le mien était plus modeste. Il était à 5,5 milliards. Comment vous pouvez l'obtenir, monsieur le ministre, en respectant ce que vous avez dit? Sur les 45 milliards, si vous dites le bouclier tarifaire, il n'est pas appliqué sur les 2 derniers déciles, ce n'est pas les classes moyennes, les 2 derniers déciles, grosso modo, vous avez l'économie de 8 milliards. Vous voyez?
Et ça, c'est tout à fait juste. Ouais, ça protège les classes moyennes, et surtout les couches populaires. Voyez, et donc, je vous le dis, je vous le redis, c'est ça ce qu'il faut faire. On ne peut pas continuer à dépenser 45 milliards pour tous les Français. Vous et moi, monsieur le ministre, hein, vous pouvez payer la hausse des tarifs de marché. Voilà. Hein, monsieur le ministre, on devrait y arriver tous les deux. Hein. Oh, ça sera dur. Hein. Bon, ben, parlez-en à votre épouse, elle vous donnera de bons conseils. Elle vous dira c'est tout à fait possible. Et nous avons supprimé un certain nombre d'articles, dont l'article 23, la mise sous tutelle pour simplifier des collectivités territoriales. Et donc, mes chers collègues, il faut laisser le débat, comme il a eu lieu en commission des finances, qu'il ait lieu ici, dans l'Assemblée. Et donc, il n'est pas raisonnable de voter cette motion de rejet préalable qui aurait pour objet de nous priver de débat. Et qu'à l'issue de ce débat, chacun prenne ses responsabilités. Et je m'adresse au gouvernement. Laissez le débat se dérouler, chacun prendra ses responsabilités, mais à l'issue du débat et de l'examen de l'exhaustivité des amendements qui ont été déposés par les différents courants politiques. C'est pour cette raison que notre groupe ne votera pas pour la motion de rejet. Merci. Ça serait dommage de voter la motion de rejet préalable, parce que ça nous priverait d'un vrai débat que nous avons eu en commission des finances. Et nous avons fait passer un certain nombre d'amendements, on peut être pour, on peut être contre. Mais au moins, il y a eu un débat. La vraie question, elle est moins de voter cette motion de rejet préalable que de poser une question toute simple au gouvernement. Première question, allez-vous utiliser le 49.3 ? Et deuxième question, quand ? Si la réponse est oui à la première question. Parce que si nous votons, et notre groupe ne votera pas la motion de rejet préalable, mais c'est pour que vous sortiez le 49.3 demain matin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Merci.